En remplacement de Claire Lamarche, voici votre animatrice Danielle Rainville. En studio avec nous aujourd'hui, des gens qui ont toutes sortes de handicaps, des gens qui, malgré ces handicaps, ont réussi. La définition de la réussite, elle est la vôtre, la mienne vaut la vôtre. Là-dessus, on peut s'entendre. Et on va parler de leur réussite personnelle, professionnelle, chaque chose qu'ils ont réussi à faire malgré un handicap qu'ils ont parfois depuis la naissance et parfois aussi dans d'autres cas depuis quelques années ou tout récemment. On commence tout de suite avec M. Provost, Jean-Claude, qui est aveugle de naissance. M. Provost, vous en avez réussi, vous, des choses jusqu'à maintenant? J'ai, en effet, probablement réussi certaines choses. C'est pas facile de définir qu'est-ce que la réussite. J'imagine qu'il y a des philosophes qui pourraient ou ont consacré de nombreuses pages à essayer de définir ça. C'est une tâche à laquelle je ne m'essayerai pas de définir ça. Mais évidemment, il y a des choses que j'ai accomplies et certaines dont je suis quand même assez fier. Pas tellement pour raconter aux autres, autant que pour la sensation ou les sensations que ça l'a provoqué. Parce que souvent, ma nature fait en sorte que je suis quelqu'un qui fait des choses essentiellement, mes actions sont générées par des buts que je me fixe. Ça fait que c'est dans ce sens-là, disons que mes réussites correspondent pas nécessairement aux réussites de d'autres, sûrement. Par contre, étant aveugle de naissance, est-ce que, justement, depuis votre jeune enfance, aussi loin que vous pouvez vous rappeler, vous étiez justement du genre à vous fixer des objectifs tout le temps, constamment, des nouveaux défis, des choses que vous vouliez réaliser? Je pense que quand on est petit, c'est l'inconscience qui parle plus que les... Je veux dire, je me rappelle, quand j'ai commencé à me fixer des objectifs, j'étais quand même assez vieux pour commencer à raisonner un petit peu. Mais quand j'étais enfant, aujourd'hui, en regardant ça, je m'aperçois que j'ai fait une couple d'affaires de fou. Comme quoi? Comme quoi, par exemple? Comme monter sur le toit du camion à mon père quand j'avais 4 ans, puis finir par sacrer le camp bas, évidemment, comme ça devait finir. Mais c'est ça. Puis à l'époque, je me rappelle très bien comment c'était dans ma tête. Et c'était pas je vais réussir quelque chose. C'était hey, je vais monter sur le top du truck. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis c'était très drôle. Puis même quand j'ai tombé en bas, j'étais presque content pareil. Parce que vous aviez réussi à monter. Ben c'est ça. C'était dangereux pareil. J'étais pas grand, moi là. Puis là, en tout cas. Mais c'est ça. Puis c'est comme l'inconscience. J'imagine qu'on pourrait spéculer qu'il y avait presque quelque chose de génétique dans moi qui faisait que j'étais un peu casse-cou. Je ne détestais pas le risque. Et pour un enfant, évidemment, monter sur un toit de camion, ça représente un certain risque. Et puis, ça fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites comme ça par inconscience. Puis même plus vieux... On va y revenir si vous voulez à ce que vous avez fait un petit peu plus vieux. D'autres choses avec inconscience, peut-être? Je pense qu'une bonne partie de ma vie se passe sous le sceau de l'inconscience. On va y revenir tout de suite après la pause. La journée Femme de rêve s'arrête au Carrefour de l'Estrie jeudi, vendredi et samedi. Pour un coût minime, vivez l'expérience d'une transformation beauté avec maquillage, coiffure, séance de photos. La journée Femme de rêve, de jeudi à samedi au Carrefour de l'Estrie. À l'heure du téléphone cellulaire. Geneviève et moi, on est ici actuellement, là. Et puis on aimerait ça te parler. Rien ne vaut une bonne communication. Excuse-moi, j'ai un téléphone. Là, tu parles lundi 19h. Je vous arrête, Un nouveau complot contre la DEA. Et c'est la dernière fois que tu l'avais. Quand on est arrivé 2 minutes plus tard, comme prévu, il avait disparu. Comment peut-on détruire des preuves alors que l'enquête n'est pas terminée? Voyez la conclusion de la mini-série La guerre de la drogue. Ce lundi, 20h. Ski Bonjour vous offre 18 pistes de ski complètement réaménagées. Donc, 80% de la surface skiable est enneigée artificiellement. Vous voulez vous améliorer en ski? Et prendre des cours à Montjoie? Montjoie, c'est aussi du ski de soirée pour toute la famille à un prix très modique.
Saint-Valentin, offrez un cadeau qui fait rire. Le spectacle de la perfection. Go, 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 on va rire, on va rire. Des billets pour voir André-Philippe Gagnon à Drummondville en juin. Billets en vente dès le 15 février. Le show non censuré de Patrick Huard. Ce que pas toujours dans les mains, là. C'est ça quand il y a quelqu'un plus drôle que moi dans la salle. Le 8 mars à Sherbrooke, présenté par les Caisses populaires des Jardins de l'Estrie et votre épicier propriétaire IGA. La prévention a permis de réduire de façon significative la gravité des accidents au travail. Une autre mesure efficace, trop peu utilisée, c'est l'évaluation en pré-embauche des capacités d'un travailleur à effectuer sans risque pour sa santé les tâches qu'on veut lui confier. AST possède des équipements de haute technologie permettant l'évaluation de la capacité fonctionnelle réelle d'un travailleur. Une autre source d'économie importante pour demeurer plus concurrentiel. AST, chef de file en gestion santé-sécurité au travail pour l'entreprise québécoise. De jeudi à dimanche, le Carrefour de l'Estrie présente le Salon de la photo, avec 9 exposants maîtres photographes dans le bail central. Visitez-les. Vous pourriez gagner une photo décorative ou un appareil 35 mm. 4 jours tout en couleur au Carrefour de l'Estrie. M. Provost nous disait avant la pause que jeune, il faisait bien des choses inconscientes. Est-ce qu'un peu plus vieux en vieillissant, ça s'est calmé, votre petit côté inconscient? Non, pas vraiment. En fait, je pense qu'avec l'âge, l'inconscience se change presque en délinquance. C'est pas... Non, c'est pas quelque chose qui s'est calmé, puis à quelque part, je pense que je vais mourir avec. On est un peu moins fou, j'imagine, un petit peu avec le temps. Mais il y a toujours ce quelque chose que je disais tantôt qui était peut-être génétique. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut à peine contrôler, qui, au nom des sensations, vont nous faire un petit peu toutes sortes d'affaires. À l'adolescence, par exemple, comment vous vous sentiez avec les copains, avec les amis, en société? Ça, c'est une excellente question. On peut passer à la suivante. Non, non, ben, c'est pas simple. Je dis ça parce que c'est pas simple. Hein. Je veux dire, premièrement, avec les copains, c'est... Avec la société, comme tout bon ado qui se respecte, j'étais pas en amour avec. Avec les copains, ben, évidemment, parce que je suis allé à l'école spécialisée, il y avait comme deux vies. C'est-à-dire la vie de semaine puis la vie de fin de semaine. Fait que la vie de semaine, c'était au pensionnat avec les sœurs ou les frères. Et la vie de fin de semaine, c'était chez nous, avoir du fun avec mes chums. C'est pas pareil. Puis évidemment, la façon que je me sentais dans ma tête, c'était pas pareil. Puis évidemment, je veux dire, pour un jeune ou pour tous les jeunes, à partir du moment où tu arrives à l'école, la seule pensée qui t'occupe et te préoccupe, c'est de foutre ton camp le vendredi après-midi pour t'en retourner chez vous. Fait qu'évidemment, puis ça, c'est quelque chose que déjà à l'adolescence, j'étais habitué à vivre. Je veux dire, j'ai commencé à aller à l'école à 6 ans. Puis, pour toutes sortes de raisons politico-technologiques, enfin, la conjoncture n'était pas ce qu'elle est actuellement. Donc, les gens qui étaient handicapés visuels devaient se faire extraire de leur milieu familial et sécurisant et connu pour se retrouver avec un paquet de monde des 4 coins de la province pour recevoir une éducation qui, évidemment, était essentielle. Et à un moment donné, j'imagine qu'il y a un déclic qui doit se faire dans le sens que vous réalisez certaines choses que vous n'aviez pas réalisées quand vous étiez plus jeune. Vous, il s'est fait quand ce déclic-là, à savoir que, bon, il faudrait peut-être mettre un peu plus d'effort sur certaines choses pour arriver à faire les mêmes choses que les autres? Je pense que, je ne sais pas si ça s'est fait comme ça. Le déclic que je me rappelle qui s'est produit, c'est en secondaire 5, là où j'ai arrêté d'être pensionnaire. Puis ça, en tout cas, je prends 10 secondes pour expliquer ce déclic-là parce que c'est à partir de cette année-là où mes dimanches soirs étaient devenus les miens. Et puis c'est des choses qui laissent des traces qui s'en vont pas. J'ai 33 ans, puis le dimanche soir, je me surprends quelquefois à me dire ben coudonc, ils vont-tu aller me reconduire à l'école? C'est comme, puis c'est des traces qui restent, évidemment, parce que j'ai commencé jeune, parce que, bon, fait évidemment, en secondaire 5,
quand ils ont détaché ma chaîne. Et j'ai dit là, j'ai dit, premièrement, je ne ferai plus mon lit. Ça a l'air nono comme ça, mais ça ne l'est pas. Tu sais, moi, les sœurs, ils disaient tout le temps qu'il fallait le faire. Puis là, mais j'étais bien content. Puis je ne l'ai plus refait non plus. Mais puis l'autre affaire aussi, évidemment, c'est que, bon, là, je me suis retrouvé un peu plus dans la vraie vie. Je veux dire, j'ai fini par me retrouver au cégep. J'ai fini par devoir choisir quelque chose que j'aimerais faire, ce qui n'était pas évident. Puis là, effectivement, là, on commence à ce moment-là. Il y a une cloche qui sonne, une lumière qui s'allume, ça te dit, ben écoute, petit gars, là, faudrait peut-être que tu t'enlignes un peu. Et vous êtes enligné vers quoi? Dans quel domaine? Je me suis enligné au niveau professionnel en informatique. J'ai fait certaines études en informatique. La plupart de ce que j'ai appris, j'ai une nature un petit peu autodidacte. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai appris par moi-même, mais j'ai fait une formation collégiale en informatique, puis où j'ai pris évidemment d'autres cours, là, des champs d'intérêt que j'avais, comme la traduction, j'ai pris des cours d'allemand, bref. Mais l'informatique a toujours demeuré ma principale passion, en fait. Et vous travaillez sur des projets particuliers? Ben là, factuellement, je travaille à Bell Canada. Je suis responsable de 2 systèmes de facturation pour un réseau qui s'appelle DataPack. Donc, je dois veiller à ce que ces systèmes-là fonctionnent et que ça fasse la même chose que s'il n'y avait pas de problème. L'informatique, c'est aussi un hobby, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de différence entre mon travail et mes loisirs, dans le sens que je suis beaucoup devant un ordinateur dans ma vie. Et parmi les choses les plus folles ou parmi les choses dont vous êtes les plus fiers, quelles sont-elles? 4000 pieds de chute libre en parachute. La meilleure sensation de votre vie, je vous le garantis. Si je faisais de la publicité, là, je dirais, venez expérimenter cette sensation. Parce que c'est vraiment quelque chose qui dépasse. Il n'y a aucun psychotrope, il n'y a rien qui bat 4000 pieds de chute libre. 118 000 à l'heure descendre, c'est assez spécial comme feeling. Je recommencerai anytime. Il y a un monsieur ici dans la salle qui a une question pour vous. Moi, je suis non-voyant depuis l'âge de 21 ans. Je me demande, M. Provost, si ça n'aurait pas été plus facile pour vous de fonctionner dans la vie en ayant déjà vu clair ou si c'est préférable comme c'est là? C'est une autre excellente question. Je ne sais pas. Parce que il y a des fois où j'entends des gens qui ont perdu la vue plus tard, qui évidemment ont eu le temps de prendre toute conscience de ce que c'était de voir et qui ont d'autant plus conscience de ce que c'est que de ne plus voir. Dans ce mesure-là, est-ce que c'est un avantage? Dans le fond, vous êtes peut-être mieux placé que moi pour y répondre. D'autre part, des fois, je me dis qu'il y a des affaires qui seraient probablement facilitées si j'avais déjà vu. Des affaires mécaniques que je comprendrais peut-être plus. Les ayant déjà vues, je pourrais les visualiser dans ma tête, même si je ne vois plus. Mais c'est vraiment au niveau mécanique, au niveau pratique et matériel. Émotivement, je pense pas que ça aurait été un service à me rendre que de me faire voir puis de me l'enlever, là. Mais matériellement, je pense qu'il y a des avantages que j'aurais pu tirer de ça. Après la pause, on va discuter de ce point-là. Est-ce qu'on vit plus facilement avec un handicap lorsqu'on l'a acquis ou inné à la naissance ou lorsqu'on subit un accident ou un traumatisme? On y revient tout de suite après la pause. Derrière? Pas besoin d'être riche pour en avoir. 100% d'accord. À la Caisse des Jardins, un dépôt de 15 $ par semaine pendant 30 ans peut représenter plus de 90 000 $. Derrière, c'est aussi des économies d'impôts pour aujourd'hui. 100% d'accord. C'est avant tout une sécurité financière pour demain. Les REER des Jardins. Quelques dollars par semaine suffisent pour commencer. Mais il faut commencer. Déjà 4 chandelles sur le gâteau de Pascal. Les fêtes passent
Mais les dégâts restent. Pas de la graisse de hamburger. Ça part comme par magie avec le nouveau Monsieur Net. Avec sa formule supérieure, vous n'êtes plus à genoux devant les taches de graisse du plancher. C'est votre seau officiel de grande puissance. L'ancien Monsieur Net surpasse le pain, mais le nouveau Monsieur Net éclipse les deux. Ça brille, comme les yeux Pascal devant son gâteau. Le nouveau Monsieur Net, brillamment plus net. Des cheveux d'apparence plus saine et plus brillante. Ça commence par les pointes. Et avec la gamme des revitalisants quotidiens Pantene Pro V, voici comment je me débarrassais des pointes fourchues. Maintenant, je contribue à les arrêter avant qu'elles n'apparaissent. Les provitamines de Pantene pénètrent dans les cheveux pendant que sa formule les revitalise jusqu'à la pointe pour leur donner une apparence plus saine et plus brillante. Des pointes fourchues? Essayez d'en trouver. Les shampoings et revitalisants Pantene Pro V chaque jour pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. On se reverra, pointe fourchue. Le collégial du séminaire de Sherbrooke, voilà un collège où la dimension humaine prédomine. Tu t'y sens vraiment appuyé. Tu y retrouves une formation préuniversitaire solide, des programmes techniques uniques en région, un milieu de vie dynamique, des services complémentaires qui répondent à tes besoins et surtout une équipe de professeurs intéressés et disponibles. Ton choix, le collégial du séminaire de Sherbrooke. Ton collège pour réussir. Pour leur 80e anniversaire, les Cercles de fermières du Québec vous offrent Qu'est-ce qu'on mange, volume 3, ou le Québec en 820 plats. 500 pages d'idées gourmandes, de secrets culinaires transmis de mère en fille. Imaginez, plus de 150 000 copies vendues en quelques mois seulement, du jamais vu au Québec. C'est le livre de recettes par excellence pour tous vos menus. Qu'est-ce qu'on mange, volume 3, le cadeau idéal pour vous-même ou pour un être cher. Pour vous mettre l'eau à la bouche, voyez le magazine le lundi à chaque semaine. Bon, on parlait avant la naissance, est-ce que c'est plus facile de s'adapter à un handicap lorsqu'on n'en a pas eu durant une certaine partie de notre vie, ou c'est plus facile lorsqu'on est né comme ça? Anne, ici, Anne, vous, votre handicap, quel est-il? Et puis, est-ce que c'est survenu à votre naissance? Non, moi j'ai une déficience visuelle, comme M. Provost. J'ai une vision périphérique dans un œil, alors c'est encore quelque chose qui m'aide à fonctionner dans le monde des voyants, si on peut dire. J'ai trouvé amusant ce que M. Provost amenait. Moi, je trouve qu'on a ça relativement facile quand on a nos deux yeux, nos deux bras, nos deux mains, nos deux jambes. Et quand j'ai perdu la vue à 24 ans, je trouvais ça très frustrant de ne plus avoir accès à l'information écrite, les en-têtes de journaux qui nous donnent l'information rapidement, facilement, tout ce qui nous est donné par la vue. Par contre, je regarde mon cheminement avant de perdre la vue et maintenant, je sais beaucoup plus ce que je veux, ce que je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. C'est une réflexion que j'ai eu à faire quand j'ai perdu la vue. J'ai eu à me positionner sur ce que je voulais faire dans la vie, quelque chose que je ne savais pas trop, ce que je voulais faire à 22, 23 ans. Et donc, quand j'ai perdu la vue, j'ai décidé de retourner aux études. Et aujourd'hui, je suis très bien dans ma peau, je suis très heureuse de ce que je fais. Et je suis toujours frustrée de ne pas avoir accès à l'information aussi rapidement qu'avant. Mais ça... Qu'est-ce qui vous manque le plus? Oui, dans le genre de travail que je fais, dans ce qui m'intéresse, j'aime pouvoir avoir accès à la lecture, l'écriture rapidement. Par contre, l'information avec la technologie, l'informatique qui se développe, c'est fantastique pour nous. On a accès à l'université, le marché du travail. Et de plus en plus, on peut vivre une vie relativement normale. Donc, il y a une progression. Il y a une progression, oui. Et vous êtes impliquée aussi dans votre vie professionnelle avec d'autres personnes handicapées? Oui. Après mes études, je suis toujours aux études en éducation, mais j'ai choisi de travailler pour une association qui offre des ateliers de sensibilisation et de formation sur l'intégration sociale. Comment on peut accueillir et intervenir, interagir avec des personnes qui ont soit des problèmes de vision, d'audition, des problèmes de santé mentale ou des problèmes de mobilité. Comment on peut accueillir ces personnes-là dans la société, comment on peut améliorer le service lorsqu'on interagit avec des personnes qui ont des déficiences. Merci Anne. D'autres invités avec nous en avant. D'abord, Marc ici, que vous connaissez peut-être par ses exploits sportifs, entre autres. Marc, les exploits sportifs, est-ce que pour toi, ça a été un premier pas vers la réussite, si on peut s'exprimer ainsi? Bien, disons que ça n'a peut-être pas été un premier pas vers la réussite en tant que personne handicapée, parce que je faisais beaucoup de sport aussi avant mon accident.
ça m'a sûrement aidé. Ça a été à un moment donné une porte de sortie, une espèce de soupape. Parce que pendant une certaine période, tu cherches quelque chose pour à un moment donné extérioriser certaines choses qui ont été, dans mon cas particulier, qui ont été un peu affaissées pendant... J'ai été hospitalisé pendant 1 an et 7 semaines. Alors pendant cette année et cette semaine-là, il s'est passé un paquet de choses dans ma tête, puis dans tant plan physique, émotionnel, psychologique, etc. Puis à un moment donné, quand tu sors de l'hôpital, ben là, tu cherches un paquet de choses. Puis j'ai fait différentes expériences. Il y a un paquet de choses que j'ai faites. Puis à un moment donné, pour me rendre compte que le sport, c'était encore la meilleure chose. Que c'est ce que je faisais, je pense, de mieux avant mon accident. Puis je dirais pas que c'est ce que je fais de mieux après mon accident, parce que j'ai fait quand même un paquet de choses. Disons que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à m'extérioriser, puis à me revaloriser aussi là, en tant que personne, puis en tant que ce que je veux faire dans la vie. Et votre définition, vous, de la réussite, ce serait quoi? Définition de la réussite? Bien, c'est premièrement... Pour réussir, il faut faire ce qu'on aime. Hein? Bien, c'est sûr qu'on ne fait pas tout le temps ce qu'on veut là, dans un contexte comme aujourd'hui. Mais moi, personnellement, quand je réussis, c'est parce que je me donne à 100% dans quelque chose que j'aime faire. Puis les choses dans lesquelles j'ai mieux réussi, c'est les choses que j'aimais faire. Bien entendu, encore une fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, comme lui. Oui, c'est votre compagnon, ça. Mais disons que c'est de réussir à atteindre mon objectif dans ce que j'ai décidé de faire. On y parlait tantôt, lui, de ses objectifs qui se fixent. Bien entendu, c'est pas toujours par rapport à ce que les autres ont entamé pour nous autres. Hein. C'est tout le temps essayer de faire des choses qu'on aime. Puis c'est comme ça que je réussis le mieux. Votre chien, c'est un compagnon? Ça, c'est mon ami Pistache. Okay. C'est mon outil Pistache. Ben, c'est mon outil. Disons que c'est un chien Mira. C'est un chien d'utilité. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, disons qu'est-ce qu'il fait? Il fait le fou pas mal. Couche-toi. Il est énervé d'être à la télévision. Il a chaud, je pense. Il a très chaud. Puis, disons que c'est un chien qui d'utilité pour les personnes qui ont un handicap, qui va faire certaines choses, comme tirer, rapporter. Par exemple, le soir, s'il y a des personnes qui ont besoin d'une aide à domicile, l'aide à domicile peut placer les choses, puis le lendemain, le chien pourrait éventuellement aller les chercher pour lui, dépendant encore une fois de la sévérité du handicap. Disons que Pistache, moi, c'est parce que j'ai fait de la promotion pour Mira, puis ils me l'ont donné, Pistache, parce qu'il y a à peu près juste moi qui est capable de le mater. Comme vous pouvez le constater, il est un petit peu particulier. Mais reste que c'est un bon chien, puis c'est un chien qui est très en forme. Il est un petit peu hyperactif, mais disons que... Si peu. Hein? Si peu. Mais c'est parce qu'il y a chaud, là. Il y a carrément chaud. Et vous parliez de votre passion, bon, pour le sport. Avant votre accident, vous étiez un passionné de sport. Vous l'êtes toujours. Vous êtes resté accroché à cette passion-là. Vous en avez même fait une profession. Oui, exactement. Ben, disons que c'est pas tout à fait une profession. Je me dirais un peu le semi-professionnel parce que je fais la compétition, mais je suis aussi enseignant, puis j'étudie encore toujours. C'est ce qui me permet de faire les deux, là, mon sport, puis enseigner. C'est pour ça que puis étudier en même temps aussi. Mais je fais beaucoup de compétitions encore. Je m'en vais m'entraîner dans 15 jours dans les pays chauds. Ça vous amène à voyager, ça, c'est des choses extraordinaires. Ça m'amène à voyager, puis à cause de ce que je fais dans la compétition, il existe différents systèmes de classification dans le sport pour les personnes qui ont un handicap, en particulier dans la course. Puis je fais beaucoup de classifications. Puis étant donné, de par ma formation aussi d'éducateur physique, bien, je suis appelé à aller donner certaines formations dans la classification. Puis une des expériences que j'ai vécues, c'est d'aller en Iran. Vous êtes allé en Iran? Je suis allé en Iran, un pays où il n'y a pas beaucoup de monde, beaucoup de gens. C'est pas la Floride des Québécois. Ben, c'est très beau, c'est très beau. Sûrement, mais je veux dire au niveau de popularité de destination. Non, là. Effectivement, de toute façon, n'entre pas en Iran qui veut. Là, okay. Ils n'y sont pas non plus. Ils n'y sont pas, effectivement. Et il m'est arrivé toute une anecdote là-dessus, que je ne sais pas si éventuellement on a le temps, là, mais... Allez-y. Bien, quand je suis sorti de l'Iran, j'ai pris... non, il va rester là. J'ai pris du film. On n'a pas nécessairement le droit de prendre du film en Iran. Puis, quand je suis sorti, le douanier ne voulait pas me laisser sortir avec ma caméra. Il voulait garder la caméra. Mais là, il y a eu tout un... Mais j'étais invité diplomatiquement, puis j'avais un traducteur avec moi. Puis là, il y a eu une grosse discussion à la sortie avec le douanier. Puis là, je me suis un petit peu engueulé avec le douanier, puis j'étais un petit peu volatile. Moi, faut pas me piquer trop souvent parce que j'ai pas trop de difficultés à me laisser emballer. Le douanier ne voulait pas me laisser sortir avec la caméra. Puis finalement, il a dit, OK, tu vas prendre la caméra, mais il faut que tu me laisses le film.
Alors, j'ai dit, OK, c'est parfait. Mais j'avais gardé, c'est un handycam, une petite caméra. Oui. Et puis, la cassette est tout petite. Mais dans mon briefcase que j'avais sur moi, j'avais des cassettes d'un Walkman pour écouter de la musique. Fait que j'ai ouvert le chariot de la caméra, puis j'ai dit au douanier, j'ai dit, tu vois, little camera, little cassette. Ah, il dit, OK, parfait. Fait que je lui ai refilé une cassette de musique. J'ai posé les cassettes. On vient tout de suite après la pause. Télé 7 était sur place. C'est plus qu'à une première qu'on nous conviait. Avec l'inauguration de ses nouveaux bureaux, la Fédération des caisses populaires secteur Drummond concrétise son grand projet de décentralisation. Télé 7 pour tout voir et tout savoir. À notre prochain rendez-vous, Match de la vie, on vous invite à nous accompagner en Thaïlande et à Bangkok, sa capitale. On dit une des villes les plus démentielles au monde. Ce mardi, à 20h. J'ai rompu tous mes vœux. Tu vas le dire, Ara. Qu'est-ce que tu racontes? Je voudrais devenir prêtre moi aussi. Dane. Il a toujours été là pour m'enlever chaque bonheur que j'ai pu avoir. Les oiseaux se cachent pour mourir, la suite mardi 21h à TVA. Incroyable, mais vrai. Depuis son lancement, déjà plus de 4 500 000 autobocaux de Chrysler ont été vendus, ce qui en fait la mini-fourgonnette la plus populaire du monde. Et ça continue, car seul Chrysler vous offre des mini-fourgonnettes bien équipées pour seulement 18 995 $. Et ce n'est pas tout. Cette année encore, la Dodge Caravan et la Plymouth Voyager ont été choisis meilleurs achats de leur catégorie par le magazine Car Guide. Oui, plus que jamais le leader, c'est Chrysler. Constatez-le dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Chrysler. La station de ski des Bois-Francs est pourvue d'un excellent système d'enneigement des pistes où skieurs et adeptes de la planche à neige s'en donnent à cœur joie. En tout, 14 pistes de plaisir sous la vigilance des moniteurs et patrouilleurs. Vous avez également accès à une boutique de ski et à une cafétéria. Skier le samedi, c'est presque donné à 15 $. Profitez du forfait famille pour aussi peu que 45 $. Ou encore du forfait souper ski pour tout groupe de 15 personnes et plus. La station de ski des Bois-Francs, une invitation au plaisir de Mondenturo et de la laiterie Lamotte et Frères. Problème de fraîcheur? Avez-vous remarqué qu'en allant au végétarien, comme les fruits et les légumes se conservent plus longtemps? Parce que le végétarien établit les normes lorsqu'on parle fraîcheur. Saviez-vous que le brocoli est un des légumes qui contient le plus d'éléments nutritifs? D'ailleurs, cette semaine, il vous est offert à seulement 99 cents. Maintenant, mon épicerie, je la commence au végétarien. Le végétarien, à Magog et Sherbrooke. Si vous êtes une personne de bon goût et qui a de classe, si vous êtes fin connaisseur d'opéra ou un habitué des grands ballets canadiens, ou alors si vous êtes amateur des grands classiques de Shakespeare, eh bien faites-vous donc plaisir. Allez voir Beau, ça va vous changer. Billets en vente ce samedi 11 février 9h. Télé 7 était sur place. C'est plus qu'à une première qu'on nous conviait. Avec l'inauguration de ses nouveaux bureaux, la Fédération des caisses populaires secteur Drummond concrétise son grand projet de décentralisation. Télé 7 pour tout voir et tout savoir. J'ai un handicap, mais ça ne m'empêche pas de réussir. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Une autre invitée, c'est Chantal Petitclerc, un visage connu. Elle anime les tirages de l'Auto-Québec depuis un bon moment déjà. Et Chantal est aussi championne du monde sur 2 distances. Aux 200 mètres et aux 400 mètres piste. Vous, Chantal, on parlait tantôt, on a abordé la question, est-ce que c'est plus facile, croyez-vous, lorsqu'on est avec un handicap ou lorsqu'on devient une personne handicapée? C'est difficile à dire. Moi, j'ai eu un accident de ferme quand j'avais 13 ans. Donc, certaines personnes vont dire, bon, c'est difficile parce qu'on passe notre adolescence, qui est une période confuse avec un handicap en plus. Mais je pense que, je sais pas, je peux pas dire parce que j'ai pas vécu justement les deux possibilités. Mais non, je pense que ça n'a pas été si pire parce que justement, j'étais jeune, j'avais la vie devant moi, j'avais rien de construit. Et puis justement, je pouvais projeter des rêves puis avancer avec ces rêves-là que je construisais dans mon fauteuil roulant finalement. Et quel genre de rêve est-ce que vous aviez à ce moment-là? J'avais rien de précis. Je pense que je suis pas nécessairement une personne qui va prévoir à long terme un plan de carrière ou bien qu'est-ce que je vais faire. Je suis plus une opportuniste et puis
j'ai eu la chance d'avoir plein de belles opportunités qui se sont présentées à moi d'une façon ou d'une autre, que ce soit l'athlétisme en fauteuil roulant qui est arrivé un peu par hasard. Et puis, je suis aussi une passionnée. Donc, quand les choses arrivent, j'embarque facilement, puis je me passionne beaucoup. Alors, je passe pas à côté des belles occasions. Vous avez eu une occasion à un moment donné d'aller étudier un peu ailleurs au pays? Oui, c'est ça. Je suis partie un an avant les Olympiques les Paralympiques de Barcelone. Je suis allée étudier en Alberta. J'ai passé 3 ans là-bas. Pour moi, c'était une expérience. J'ai un peu la bougeotte. J'aime ça changer d'endroit. Et puis, c'était vraiment une belle expérience, justement, d'apprendre une autre langue, de vivre un peu dans un contexte différent. Et quelles sont les choses qui font que vous êtes fière de votre réussite? C'est dur, c'est parler de soi-même puis dire qu'on est fier. Mais comme Marc disait, c'est de faire ce qu'on aime. Puis moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il faut avoir des rêves, il faut voir grand, il faut être capable de voir grand. Et puis, regarder ce qu'on aime puis y aller à 100%. Puis c'est ce que je fais. Je suis fière de mes médailles d'or au championnat du monde, mais je suis fière de ma vie de chaque jour aussi. Je suis fière de ce que je fais. Je suis heureuse. Puis est-ce qu'on peut dire aussi que cette attitude-là, cet état d'esprit-là, ça se reflète aussi sur les gens autour de nous? Je pense que oui. Je pense que les gens perçoivent si on est une personne qui est positive ou si justement on accepte notre handicap. Si on est bien avec nous-mêmes, les gens vont être bien avec nous-mêmes, puis ils verront pas le fauteuil roulant, je pense. Si nous autres, on perçoit notre fauteuil roulant comme un moyen de locomotion, les gens vont réagir d'une façon positive, puis ils vont voir la même chose. Marc, vous hochiez de la tête sur les propos de Chantal. Non. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je hochais dans ce sens-là. Je hochais pas dans ce sens-là. Non, mais c'est parce qu'elle parlait de... Écoute, je pense qu'effectivement, elle disait de s'accepter. Puis moi, on me dit tout le temps, as-tu accepté ton handicap? Non, j'ai jamais accepté mon handicap. J'ai appris à vivre avec. Puis... Et c'est une phrase qui revient sur toutes les bouches. Tu sais, c'est comment accepter ça? T'acceptes pas ça. Demain matin, s'ils trouvent une piqûre, c'est un petit peu mon champ, là. Je suis un petit peu au courant de ce qui se passe dans ce domaine-là, mais s'ils trouvent quoi que ce soit demain matin, puis j'avais à donner n'importe quoi, bien c'est certain que je donnerais n'importe quoi pour pouvoir me frapper la grosse orteille sur le coin de mon lit, que je dis souvent, puis le sentir. Je n'ai pas accepté ça. J'ai appris à vivre avec. J'ai bien appris à vivre avec. Mais d'un autre côté, on ne se lève pas à chaque matin. On n'y pense pas à chaque matin en se levant, quand même. Non. À un moment donné, je m'en vais au hockey, puis je suis assis à côté d'un type qui est en fauteuil roulant. Puis on regarde la game de hockey. On est au Palais des Sports à Sherbrooke. Puis là, il commence à me parler de recherche qu'il y avait. Puis là, lui, il ne vivait que pour ça. Il attendait le jour où il était pour se lever debout. Puis, cette valeur, je suis parti après la première période. Je n'ai pas regardé la game. Je n'étais pas capable. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Et lui c'est vrai qu'il n'avait pas appris à vivre avec son handicap. Ouais. Puis moi, j'ai de la difficulté avec ça. Puis quand ma job d'enseignant, moi, j'enseigne aux éducateurs physiques à dealer avec les différents types de pathologies qu'ils vont rencontrer à un moment donné dans le job d'éducateur physique. Puis c'est ce que j'essaie de leur passer comme message, essayer de rendre les gens le plus autonomes possible dans le handicap qu'ils ont, avec le handicap qu'ils ont, pour qu'ils apprennent à vivre avec le mieux possible, parce que des obstacles, ils vont en avoir à tous les jours, dans n'importe quel endroit. La société parfaite, là, pour un fauteuil roulant, là, ça n'existera jamais. Écoute, moi, je m'empêcherai jamais d'aller à un endroit parce qu'il y a des escaliers. C'est sûr que vive la société où ils vont mettre des rampes partout et des élévateurs partout, mais à un moment donné, il faut... si tu attends que tout soit parfait avant de commencer à fonctionner, tu risques d'attendre longtemps. On va rester dans la maison, hein, puis tu ne monteras pas sur le toit de l'auto, tu ne tireras pas en bas, puis ça va être incroyable. Mais c'est pas son petit sourire sarcastique, là. Il doit y avoir des petites anecdotes derrière ça. Non, je m'en allais dire, coudonc, s'ils installent les ascenseurs pour les fauteuils roulants, j'ai pas de problème, en autant qu'elle dise à quel étage qu'on est rendu. Louise, vous, les psychologues à l'Institut de réadaptation de Montréal, vous entendez ces beaux discours, finalement. Oui. Vous avez certainement des choses à ajouter. Oui, j'ai des choses à ajouter, puis il y a des choses qui vont d'abord dans le sens de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. J'écoutais Marc avec son expression, là, faut vivre avec et non pas l'accepter, qui est un terme là, qui est difficile à accepter, justement, à prendre.
Et moi, je me dis en même temps qu'il faut faire attention parce que vivre avec, des fois, on glisse là-dessus, hein, cette expression-là. Puis vivre avec, ça peut aussi vouloir dire pour certaines personnes, endurer son mal, quoi. Bon, on vit avec. Et je me dis que moi, je mets l'accent beaucoup sur vivre. Et quand on a subi un accident ou une maladie qui nous a laissé avec des séquelles, je pense que ce qu'on essaie de faire, je pense, du côté des gens qui ont subi ça, comme du côté des aidants dont je suis, c'est d'essayer de se dire qu'il y a un avenir, il y a des possibles et il y a une vie. Et non pas une existence simplement, ou vivoter oui, entre simplement. Vivre et exister. C'est ça. Alors ça, c'est très important et c'est un travail qui est important à faire, qui est primordial, qui est long aussi parfois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de vivre vraiment avec, il y a tout un travail de détachement peut-être de autre chose qui s'est passé avant, l'autre vie d'avant, qui, bon, il faut quand même sûrement, et ça, on n'a pas abordé ce côté-là, mais avant de voir ce sens de l'humour, puis ces beaux sourires, il y a certainement eu des périodes beaucoup plus difficiles. Oui, probablement moins souriantes, je pense. Lorsqu'on parle d'apprendre à vivre avec, là, apprendre, là, ça se fait pas dans la première année qui suit ça. Là, il y a 1 an et 7 semaines. J'apprends encore, moi. Là. Oui, c'est ça. Il a dû avoir un gros moment pour apprendre, là, puis bon, peut-être aussi ensuite. Et je pense que ce qu'on appelle apprendre, c'est d'un côté, bon, réaliser. Hein, qu'est-ce qui vient de nous arriver, ce qui n'est pas évident. Au début, on est plus dans une espèce d'état de choc. Et puis ensuite, quand on réalise, puis quand les émotions viennent avec cette réalité-là, c'est-à-dire voir là, quelles pertes on a pu subir, puis comment on va les compenser. Puis voir ensuite, en tout dernier, que tout n'est pas perdu. Je pense que là, la vie s'installe. Ouais, c'est un exploit, c'est un long cheminement. C'est un long cheminement. Après la pause, on revient avec d'autres gens et d'autres témoignages. Super solde après inventaire aux travailleurs sportifs. Des rabais de 30 à 70% sur tous nos manteaux, habits de ski et de motoneige en magasin. Faites vite, venez profiter du super solde après inventaire dans vos travailleurs sportifs partout en province. La Chambre de commerce de la région Sherbrookeoise, de concert avec la Chambre de commerce régionale de l'Estrie, Bell et la Banque nationale présentent Bocage Chevrolet Géo en lice pour un prix Reconnaissance Estrie, catégorie jeune entreprise. En seulement 2 ans, Bocage est devenu le plus gros concessionnaire GM au Québec. L'entreprise a apporté des innovations dans le marché, telles que l'ouverture tous les samedis et a reçu la triple couronne du président pour ses départements de vente et de service. Les prix Reconnaissance Estrie ont l'appui de Vaillancourt-Guertin et Associés et de Samson-Belair de Loïc et Touche. On reconnaît un athlète à la maîtrise de sa technique. On reconnaît une chanteuse à ses chansons. On distingue un policier à son uniforme. Et un homme riche par les biens qu'il possède. Mais qu'en est-il d'un vrai chrétien? Le reconnaît-on à ce qu'il dit ou plutôt à ce qu'il fait? Vous trouverez la réponse dans cette brochure instructive et inspirante intitulée « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ?» Vous y découvrirez aussi les moyens fournis par la Bible pour améliorer vos rapports avec les autres, de même qu'avec Dieu. Cet ouvrage est offert gratuitement par l'Église universelle de Dieu. Demandez votre exemplaire aujourd'hui même et vous recevrez également la revue La Pure Vérité. La Pure Vérité vous aide à mieux comprendre la Bible et elle explique la voie de la vie chrétienne. Pour recevoir La Pure Vérité et la brochure gratuitement, téléphonez au 1-800-721-4466. Aucun suivi, aucun coût, aucune obligation de votre part. Oh, sauver de prison, c'est compliqué. Mais sauver de l'impôt, c'est facile en Jetta. Jusqu'au 1er mars, votre concessionnaire Volkswagen vous donne de 300 à 1000 $ pour votre REER. Ou peut-être même le gros lot de 10 000 $ à l'achat d'une Jetta neuve en stock. Une Jetta et un REER. 2 excellents placements. Évidemment, les Doberman sont en option. Ah, couchez, voyons. Les pages jaunes par Télédirect, on ouvre, on trouve. Un autre invité aujourd'hui, M. Payet. M. Payet, on parlait tantôt peut-être que tout le monde vit une période difficile, un long cheminement, puis il y a des jours difficiles aussi. Vous aussi, vous avez vécu ce cheminement-là? Officiel que oui. Puis, c'est certain que ce cheminement-là est plus ou moins long, dépendamment de toutes sortes de facteurs. Et
pour ma part, moi, c'était comme 2 années où j'ai vécu comme un deuil de plein de choses que j'avais, que je maîtrisais de mieux en mieux à l'âge de 23 ans, et qu'il y a eu une coupure. Et c'est cette période-là, moi, ma réussite, c'est quand j'ai passé cette période-là, un peu comme Mac disait tantôt, quand on explore, quand on ne sait pas vraiment ce qui nous reste comme potentiel. Puis cette période-là m'a permis de refaire certaines habilités ou capacités que j'ignorais. C'est aussi le fait qu'on reçoit beaucoup d'aide aussi. Hein. Souvent, c'est les proches, c'est la famille. Après ça, il y a des intervenants comme les gens qui travaillent dans le milieu de la réadaptation. C'est une équipe, c'est un tout. Puis il y a la société aussi qui nous amène à nous donner des opportunités comme Chantal, Marc. On a eu des gens qui ont été au-devant de certaines opportunités. Et c'est ce qui fait qu'on traverse cette période-là. Et après ça, on peut investir comme n'importe quel autre citoyen, autrement dit, dans notre vie. On a des choix, mais on vit. Et votre cheminement aujourd'hui vous permet d'aider d'autres personnes? Oui, c'est ce que j'ai appris dans mon cheminement, c'est que j'aimais côtoyer les gens et ça m'a amené à développer des habiletés d'entraide. Et je travaille pour l'Association des paraplégiques du Québec où à chaque année on voit des centaines de personnes qui vivent les jours ici là, dans ce deuil-là et on essaie de leur emmener une confiance en soi, et autrement dit, qu'ils reprennent de l'estime et qu'ils puissent après ça investir. C'est pas nécessairement dans le temps démarqué. Il y a des individus, ça prend 6 mois, 3 mois, d'autres, ça prend 5 ans, d'autres ne réussissent pas ça. Puis il faut quand même les soutenir, ces gens-là, dans ce cheminement-là. Qu'est-ce qui fait que certains réussissent, selon vous, et certains ne réussissent pas, justement, à accepter, mais vivre avec, pour utiliser l'expression commune? Je vais parler pour les gens qui ont eu un traumatisme là, durant leur vie. Il y a tous les antécédents au traumatisme. Les gens vivaient comme tout le monde. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont délinquants. Tu ne perds pas ça quand tu as un accident. Puis tu ne perds pas aussi un entourage des gens. Moi, ma famille m'a beaucoup aidé au début. C'est les gens qui m'ont aidé le plus. Après ça, c'est les professionnels qui m'ont aidé. Les gens qui travaillent en milieu hospitalier, le milieu de la réadaptation. Puis ensuite, c'est la société qui m'a aidé. Fait que les gens, dans la population générale, il y a des gens qui n'accrochent pas à des modèles. Puis dans la population des personnes handicapées, c'est un peu la même chose. Mais c'est vraiment plein de facteurs. Puis il y a la personne elle-même aussi, comme Chantal, comme Marc. C'est des gens qui ont dit, on a eu des opportunités, mais ils ont été au-devant des opportunités. Ils se sont donnés, parce qu'un matin, à moins 26, il a fallu que je me pousse un petit peu en derrière pour sortir la maison. Ça c'est un petit cheminement personnel que les individus doivent faire. Vous parlez beaucoup de l'aide dont vous avez besoin. Cette aide-là est appréciée. C'est presque un remerciement que vous adressez à ces gens-là. Mais il faut qu'à quelque part en vous aussi, il y ait une volonté de faire, qu'il y ait un caractère particulier qui, à un moment donné, vous dit, mais il faut la prendre, cette aide-là, puis il faut faire les efforts, puis bien beau recevoir l'aide, là, mais à un moment donné, il faut bien l'adapter, cette aide-là, puis il faut la transformer. C'est certain qu'il y a des aptitudes que les individus ont peut-être avant l'accident et qui peuvent se développer. Et il y a plein de facteurs qui sont en relation, qui fait qu'il y a certains individus qui ne voudront jamais recevoir de l'aide, même pour toutes sortes de raisons. C'est difficile à déterminer. Puis il y en a d'autres qui, on ne doute pas de leur capacité. Moi, quand j'ai sorti du milieu de la réadaptation, on me donnait pas cher de ma peau. On me donnait pas cher de mon taux d'intégration de succès. Parce que j'avais pas encore identifié des bougies d'allumage qui faisaient que je pourrais investir dans des choses que j'aime. Puis je m'aimais pas. Fait que je pouvais pas vraiment investir là-dedans. Puis c'est une rencontre d'une autre personne, un paraplégique, qui m'a dit à un moment donné, « Hérol, là, t'es bon, tu pousses bien ton fauteuil ou tu fais telle activité. » Puis là, j'ai dit, « Ah, je suis bon au moins dans quelque chose. » Tranquillement, même, c'est cette rencontre-là, j'avais rencontré plein de monde, plein de gens, puis que oui, t'es bon, tout ça, puis je le prenais, j'aimais ça, sauf que je n'étais pas valorisé dans rien. Puis cet individu-là m'a fait comme une bougie d'allumage, puis après ça, j'ai investi. Puis j'ai été au-devant moi aussi. J'ai sorti de la maison, puis
j'ai été opportuniste, j'ai pris les opportunités qui s'offraient, puis j'ai investi souvent je ne sais pas ce que je m'en allais vraiment, puis j'ai fait du bénévolat, j'ai fait des activités de toutes sortes. Je savais pas ce que ça m'amenait, mais je rencontrais plein de gens. Puis une opportunité ici, opportunité là. C'est comme ça que tranquillement, j'ai développé ma vie, puis j'ai développé mes amours aussi. J'ai tombé amoureux à un moment donné. Puis ça, mais c'était bien important dans ma vie. Parce que je l'étais avant, amoureux, puis je l'étais après. Fait que, tranquillement, comme ça, mais ça m'a permis de faire des petits gains. De faire des petits gains, oui. C'est long. On parlait d'activités. Vous en avez fait toutes sortes d'activités aussi? Oui, c'est ça. J'ai fait pas mal d'activités, mais je voudrais revenir sur l'aspect d'aide familiale. Il y en a que ça peut leur aider, l'aide familiale, puis tout. Mais de sur mon côté, moi, j'avais une épouse, puis j'avais 3 petits bonhommes, puis disons, l'aide, j'en avais plein, mais disons que j'en demandais toujours plus. Puis quand j'ai tombé comme seul, à un moment donné, veux pas, ben là, je m'ai réalisé que j'étais bon en dedans de moi. Puis là, c'est ça, j'ai commencé à chercher comment je pouvais m'occuper de mon temps, parce que là, je me retrouvais tout seul, puis là, je me disais, ah boy. Là, j'ai recommencé à aller à l'école à plein temps. Après ça, j'ai eu des copains qui m'ont parlé, on va faire du ski alpin. Eux autres étaient de sur leurs 2 jambes, puis ils disaient, hey, il me semble que j'ai entendu parler de quoi du ski alpin. Ça veut dire, mes pitchés dans le ski alpin. J'ai appris un paquet de places, là. J'ai eu une séance avec Peter Tracy. On skie à OZ, là, fait du ski alpin, là, fait de la plongée sous-marine, fait du ski nautique. On me débotte dans le sport, puis là, mes enfants, ils me regardent comme « Wow, papa, qu'est-ce que tu fais là? » Puis ça, c'est important, ce feedback-là que vous avez de vos proches? C'est parce que moi, j'ai eu mes enfants jeunes. J'ai eu mon accident à 20 ans, puis j'avais déjà mes enfants dans ce temps-là, puis ils me disaient « Ah ouais, mes enfants jeunes, je vais leur montrer un paquet de sports. » Puis là, c'est ça, quand j'ai eu mon accident, c'est comme mes rêves, moi, j'étais camionneur, puis tous mes rêves, ils avaient tout tombé à l'eau, mais bon, qu'est-ce que tu vas foutre, là? J'ai plus rien devant moi. Puis là, ça m'a pris un petit peu de temps à réaliser que si j'avais encore en dedans de moi. Là, vous avez trouvé d'autres rêves dans la mesure de ce que vous pouvez essayer et tout ça? Là, stimule d'autres personnes, m'en va faire des discours dans les écoles pour leur dire, écoutez, là, peut-être que vous avez vos 2 jambes, mais tout le monde a un handicap, soit physiquement, soit mentalement, tout le monde en a un. Il s'agit de vivre avec, puis foncer avec. Comme moi, ma vie, c'est aider mes enfants, puis leur dire, vous êtes capable. Votre père est capable de remonter n'importe quoi à cette heure. Puis même à un moment donné, j'avais rencontré Errol. On avait été une pratique de rugby, puis je poussais ma chaise, puis m'avait fait rencontrer. Puis voyais dans son visage, il n'était pas content de moi. Tu sais, j'étais encore avec mon épouse, puis il me disait, il ne pousse pas sa chaise comme qu'il est capable. Vous connaissez vos capacités. Ben, on a été à quelques discours, puis je le voyais en dedans de lui qui n'était pas content, puis moi, je le ressentais en dedans de moi, me disait, ah, je connais pas ça, je connais pas moi, puis là, me remontait. Au fond, moi, je suis capable encore 3 fois plus, puis t'entends, tu arrives dans une discothèque, puis là, moi, je jase souvent dans une discothèque, puis tout le monde me regarde, ou il s'en vient me flatter sur l'épaule, ou il s'en vient voir mes copains, puis là, ils disent, hey, c'est beau d'avoir amené mon chum, puis là, à un moment donné, ça m'est arrivé à mon chum, puis il m'a dit, sais-tu quoi, c'est lui qui m'a forcé de sortir de la maison, c'est lui qui conduit son auto, moi, je conduis même pas. Puis là, le monde, il le regarde comme on dit, wow. Ils sont tous étonnés. On doit s'arrêter pour une pause et on revient tout de suite après avec d'autres témoignages, d'autres expériences. Excellent. Une accusation aux conséquences sérieuses. Cette nouvelle-là va nous faire mal. Il n'a pas mérité ça. Tu crois que je suis coupable? Mais pourquoi tu m'as jamais donné signe de vie? Je touche pas, mais j'ai le droit de regarder. Non, quand même. Les matchs sont mercredi 20h30 à TVA. Samedi dernier, à la station touristique Montjoie, vous avez été nombreux à relever le défi de la course affolante. Un duel super excitant, rempli d'obstacles à niveau de difficulté variés, allant de très affolant à très amusant. Le plaisir était de la partie et comme il se doit, les gagnants ont été couverts de prix. Soyez des nôtres lors de la prochaine sortie de l'équipe de ski Télé 7, une invitation de Salomon Sport Expert et Stéréo Plus. Êtes-vous prêts à disparaître? Alain Choquette est de retour à Sherbrooke dans l'ultime illusion. Voyez à Sherbrooke, le numéro qui a ensorcelé Atlantic City. 12 personnes du public choisies au hasard disparaissent devant vos yeux. Le
21 février à la salle Maurice O'Grady, présenté par les Caisses populaires Desjardins de l'Estrie et votre épicier propriétaire IGA. Venez faire de la magie avec moi. Forfait souper-spectacle disponible dans ces 3 excellents restaurants. Seulement 47 $, taxes et services compris. Bron et Martineau assure la livraison 16 jours sur 7 et c'est gratuit. Nous offrons un plan de protection des tissus et un service après-vente garanti. Nous avons le meilleur plan d'achat, aucun dépôt, paiement ni intérêt avant octobre 95, sans frais d'administration, sans supplément. Et nos prix sont imbattables. Mobilier de salon recouvert de jacquard, seulement 799 $. Centre audio en mélamine, seulement 439 $. Pour le plus grand choix et le meilleur service, Bron et Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Viens faire un tour chez Charlie. Un petit smoke meat. Un petit régal. Entre amis. Déjeuner, dîner ou souper. À toute heure de la journée. Bonne bouffe, bon prix, bon appétit. Chez mon ami Charlie. Spécial Charlie, 4,95 $. Charlie. Pour bien manger. C'est Charlie. Ouvert le jour et la nuit. Charlie. La suite d'Au nom du Père et du Fils, Le Sorcier. Qu'est-ce que tu me peux? Parasite, la série télévisée la plus attendue cette saison, Le Sorcier. Tous les mardis soirs, 21 h dès le 28 février, seulement à TVA. Une autre invitée parmi nous aujourd'hui, Madame Louise Bacon. Madame Bacon, vous avez été amputée d'une jambe à l'adolescence et ça ne vous a pas empêché de réaliser bien des choses. Non, je pense qu'à travers ça, j'ai quand même réussi à faire ma vie. Surtout réaliser les rêves que j'avais. Quel genre de rêves? Disons que ceux qui me tenaient le plus à cœur, le premier, c'était peut-être toute jeune, disons, je rêvais de travailler dans le Grand Nord avec les Esquimaux, tout ça. Maintenant, ça s'est un petit peu rapproché de Québec, si on veut, mais je me suis en allée travailler sur la Côte-Nord avec les montagnais. Ça a été un de mes rêves où j'ai été vraiment contente, là, disons, d'avoir pu le faire malgré tout. C'est sûr qu'avec certaines modifications, là, mais ça en était un. Ensuite, ben, disons, pour le travail, en fait, là, c'est le travail que j'ai voulu faire, ça a été celui en service social, dans lequel je pratique toujours aujourd'hui. Et puis, je pense aussi avoir des enfants, ça a été pour moi quelque chose dont je pensais pas nécessairement de réaliser un jour, mais finalement, j'ai 2 garçons de 15 et 11 ans, Frédéric et Raphaël. Et puis, pour moi, c'est une belle réussite parce que, disons, je pense que j'ai appris à travers eux autres aussi à voir comment la vie était importante, puis comment, tu sais, la qualité de vie aussi, ma qualité de vie a pu changer là, grâce à eux autres, en les côtoyant, là, si on veut. Si vous avez appris de vos enfants, oui. Eux ont inévitablement appris de vous beaucoup aussi, sûrement. Hein? Sûrement. Je pense qu'eux autres, ils m'ont connue comme ça, avec mon amputation. Donc, pour eux autres, il n'y a pas de différence. Je suis une mère normale parce qu'ils m'ont vu toujours faire les mêmes choses qu'une autre mère. Je fais les mêmes choses dans la maison. Je m'occupe d'eux autres, je vais au sport, je vais à leurs activités, je vais à l'école, tout ça. Et puis aussi, je vais aller travailler. Donc, pour eux autres, c'est vraiment pas un problème que moi j'ai ce handicap-là. Donc, je pense que ça nous aide aussi à l'accepter, tu sais, à être mieux avec ça, puis se dire, ben, coudonc, j'ai pas à, tu sais, j'ai pas à pas me sentir bien avec ça, parce qu'en fait, ils me voient comme normal, puis je pense que c'était ce que je voulais aussi. Et le message dans tout ça, que vous auriez le goût de... Vous avez certainement un message? Oui, je pense que c'est peut-être un message d'espoir pour les jeunes, surtout tous les gens qui sont atteints de quelque chose. Mais les jeunes, je me dis, ils ont la vie devant eux. Puis, je leur dirais de ne pas se décourager. Parce que, dans le fond, tout est possible quand on veut. Puis, s'ils ont des rêves, de travailler à ce qu'ils se réalisent, c'est bien important. Parce qu'à un certain âge, comme moi, ça fait déjà 36 ans là, que je suis amputée, puis je réalise que les choses que j'ai vraiment voulu faire, je les ai faites, toutes.
avec, comme je disais, en modifiant certaines choses. Je suis très contente de ma vie. Elle n'est pas finie, mais je pense que pour tous les gens, c'est un peu ça. Puis de continuer, de ne pas désespérer. Vous parliez des jeunes. On en a un jeune garçon ici. Quel âge as-tu? 17 ans. 17 ans. Et tu as un handicap, toi aussi? Oui, moi, je suis amputé de la jambe droite, à la hauteur de mi-cuisse. Oui. C'est ça, je voulais revenir sur l'aide de la personne handicapée. Moi, j'ai été pris en main par l'Association des amputés de guerre du Canada, les plaques porte-clés. Puis, c'est ça, eux autres, ils m'ont aidé beaucoup parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient amputées. Puis ça m'a fait voir que je n'étais pas tout seul, puis que j'étais capable de faire des choses, moi aussi. Puis, ils payent des prothèses aux personnes qui sont amputées. Puis là, je peux fonctionner avec ma prothèse, je fais tout ce que je veux. Je peux faire tout ce que je veux, jouer au basketball debout aussi. Je joue en fauteuil roulant, je fais de la course en fauteuil roulant aussi. Puis, ben c'est ça, je peux faire tout ce que je veux, là, même si j'ai un handicap. Puis, c'est ça, j'ai appris à vivre avec mon handicap. Bravo. D'autres messages, des gens qui ont plein de choses à dire pour conclure l'émission? Oui, c'est juste pour dire que finalement, ce qui est important, je pense, c'est intégrer son handicap. Je veux dire, avec le temps, à un moment donné, il y a la période d'acceptation, mais à un moment donné, tu arrives à vraiment intégrer l'handicap. Finalement, souvent, c'est les autres personnes qui te font prendre conscience que tu es handicapé. Toi, à un moment donné, ça fait partie de ta vie, c'est intégré dans ta vie. Alors, tu fonctionnes, et puis, comme si de rien n'était. Un homme d'affaires ici, monsieur, vous aviez des choses à dire là-dessus aussi? Oui, dans mon domaine de travail, je connais des personnes malheureusement qui sont atteintes des accidents. Et moi aussi, malheureusement, j'ai été obligé de bénéficier des prestations que moi j'offre au public. Je travaille dans le domaine des assurances. Et en 92, j'ai eu un accident sportif. J'étais entraîneur de soccer d'une équipe de mon garçon. Et j'ai eu un coup de ballon violent à la tête, puis ça a causé un sévère décollement de la rétine. Ma rétine a été déchirée. J'ai subi 5 interventions en 7 mois, puis j'ai perdu la vue de mon œil droit. Puis je suis d'accord avec Marc. Il faut vivre avec. Il ne faut jamais l'accepter. Et c'est vrai qu'on ne se réveille pas le matin. Parce qu'ils m'ont toujours dit de faire un deuil de mon œil. Jamais. Si jamais il y a une chance que la médecine peut le régler, j'y vais pour une 6e. Tout le monde le ferait sûrement. Merci, monsieur. Merci à tout le monde pour tous vos témoignages. C'est malheureusement tout le temps qu'on a aujourd'hui. Demain 16h, Claire Lamarche rencontre des jeunes entrepreneurs âgés de 15 ans. Vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le 790 Claire.